Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cours, celle du chapitre 11 sur la transformation nucléaire. Alors on a déjà vu ensemble la transformation chimique, la transformation physique, et donc on va s'atteler aujourd'hui à voir un petit peu quelles sont les caractéristiques d'une transformation qui est dite nucléaire. Donc comme d'habitude, je vous ai préparé un petit QCM auquel vous pouvez répondre soit sur votre téléphone, soit directement sur votre ordinateur avec l'URL qui est donné ici, en rentrant le nom de la salle de classe qui est noté à votre écran. Donc je vous laisse faire une pause sur la vidéo et répondre au questionnaire, et ensuite on reprend le cours de notre cours. J'ai d'abord prévu de vous montrer une petite vidéo discussion. Vous avez déjà entendu parler forcément de l'alchimie, c'est-à-dire de la capacité à pouvoir transformer le plomb en or. Vous en avez sûrement déjà entendu parler également dans, par exemple, pour ceux qui sont fans d'Harry Potter, Harry Potter et la pierre philosophale, qui était censée avoir la capacité de transformer le plomb en or. Ça a toujours été le rêve des alchimistes. Mais concrètement, au niveau des sciences, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut vraiment transformer le plomb en or? Donc c'est ce qu'on va voir avec cette vidéo. Aucun procédé relevant de la chimie ne peut transformer le plomb en or. Car pour transformer un atome de plomb en or, il faut littéralement casser le noyau pour enlever les protons et les neutrons en trop. Pour casser un noyau de plomb, on sait aujourd'hui qu'il faut fournir beaucoup d'énergie, comme on en trouve dans les réacteurs nucléaires et les accélérateurs de particules. Du coup, réaliser effectivement la transformation coûte vraiment très cher et le prix de revient de l'or obtenu est infiniment plus élevé que le prix du marché. L'opération perd donc tout son intérêt et personne n'a tenté de la réaliser. Pourtant, il arrive que de l'or soit créé en quantité infime dans des réacteurs nucléaires ou des accélérateurs de particules, comme une conséquence collatérale de leur fonctionnement normal. L'or n'est pas produit à partir de plomb, car la différence entre les deux atomes est trop importante. Il faut enlever 3 protons et au moins 6 neutrons. Mais le mercure, par exemple, a seulement un proton de plus que l'or, et 10% du mercure naturel possède 118 neutrons, comme l'or. Il existe dans le Tennessee aux États-Unis un complexe du département de l'énergie américain, le laboratoire national d'Oak Ridge, qui possède l'une des plus puissantes sources de neutrons dans le monde. Le principe de cet instrument est justement de bombarder du mercure avec des protons afin d'extraire des neutrons de très haute énergie. Au cours des collisions entre les protons et les noyaux de mercure, il se passe beaucoup de choses. Certains protons sont capturés par un noyau, certains noyaux au contraire se cassent en émettant des protons et des neutrons. Au final, certains des atomes de mercure se sont transformés en atomes d'or. Mais la quantité est bien trop infime pour être exploitable. Alors dans cette vidéo, on a vu qu'on peut effectivement transformer un atome, pas forcément même que le plomb, en atome d'or. Bien que ça soit pas forcément très rentable en termes de coût et que ça soit très compliqué au niveau énergétique, c'est quelque chose qui est possible. Mais si c'est pas possible via la chimie, comme la dame l'a dit au début de la vidéo, comment est-ce que c'est possible à ce moment-là de transformer un élément en un autre élément chimique? C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui avec la transformation nucléaire. Alors, on va poser quelques problématiques comme d'habitude. La première concernant les supernovas, vous m'en aviez déjà parlé en classe, on en avait discuté un petit peu, vous vous demandiez ce que c'était exactement, comment ça se passait. Eh bien, on va en parler justement. Une supernova est l'ensemble des phénomènes qui résultent de l'explosion d'une étoile. Alors qu'initialement une étoile est composée principalement des éléments hydrogène et hélium, donc c'est le carburant des étoiles, son explosion libère du beryllium, du carbone, de l'oxygène. Comment ces éléments ont-ils été formés lors de la supernova? Première question qu'on peut se poser, donc je vous laisse réfléchir un petit peu. Et deuxième question, pourquoi est-ce qu'on tente de reproduire sur Terre les réactions qui ont eu lieu au cœur du Soleil? En fait, c'est un projet qui s'appelle ITER, à Cadarache, dans le sud de la France, qui a pour objectif de construire une nouvelle génération de centrales nucléaires s'appuyant sur l'observation des transformations qui ont lieu dans les étoiles. Parce que là, les centrales nucléaires que vous connaissez actuellement, c'est des centrales nucléaires dites à fission nucléaire. Mais ce qu'ils cherchent à fabriquer à Cadarache, c'est une centrale à fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est ce qui se passe justement dans le Soleil. Pour ceux qui sont fans de culture pop, vous pouvez le voir dans Spider-Man 2 avec le professeur Octopus, c'est-à-dire Otto Octavius, qui essaye de créer de la fusion, de créer un mini-soleil et de contrôler ça. Parce que le plus gros problème vient de là. Le problème, c'est le fait qu'il faille des températures extrêmement élevées, de l'ordre de millions de degrés Celsius, pour pouvoir déclencher une fusion nucléaire. Et ensuite, elle est auto-entretenue. Le problème, c'est que comment on peut contenir quelque chose d'aussi chaud sans que le conteneur fonde? Et c'est justement tout le but du projet ITER et de la fabrication de ça qu'on appelle un tokamak, qui est une enceinte qui se sert de très puissants champs magnétiques supraconducteurs pour contenir justement la fusion sans qu'elle touche aucune paroi, parce que n'importe quelle paroi fondrait instantanément en touchant quelque chose qui est aussi chaud que ça.
Pour commencer ce cours sur la transformation nucléaire, on va commencer par parler des isotopes. Mais avant d'en parler, je vais vous donner à faire une activité documentaire qu'on va corriger ensemble. Pour ceux qui viennent en classe, directement en classe. Pour ceux qui sont à distance, il faudra me la rendre comme d'habitude pour le vendredi et elle sera corrigée par la suite via une petite vidéo. Donc cette activité documentaire, c'est la suivante, je vais vous la montrer. Voilà, donc l'activité documentaire que je vous ai préparée, c'est celle-là, l'activité documentaire numéro 23, Voyage au cœur des noyaux, les isotopes. Alors, on vous dit qu'en 2018, une très vieille épave de navire en bois a été découverte au large de la Bulgarie. Donc c'est la photo que vous avez en haut à droite. Son année de construction a été estimée aux alentours de 400 avant Jésus-Christ par datation carbone 14. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce genre de datation, mais la question qu'on va se poser là, c'est comment ça fonctionne. Et donc le carbone 14, on vous dit que c'est un des isotopes naturels de l'élément carbone. La même méthode est d'ailleurs utilisée pour dater certains fossiles de dinosaures. Que sont du coup des isotopes? À quoi ça correspond? Donc vous avez le document 1 qui vous montre les différents isotopes de l'élément hydrogène pour vous expliquer ce que sont les isotopes, avec du vocabulaire ici, isotope instable et isotope stable, et vous avez dans le document 2 le fonctionnement de la datation au carbone 14. Alors dans la première question, on va vous demander d'indiquer les points communs et les différences entre les noyaux des isotopes de l'élément hydrogène. Donc observez bien le document 1, les schémas, les explications, et dites-moi ce que vous voyez comme différence entre les différents isotopes de l'hydrogène. Question 2a, donnez l'écriture conventionnelle des différents noyaux évoqués dans le document 2. Alors pour ceux qui ne se souviennent plus de l'écriture conventionnelle, vous pouvez retourner aller voir dans le cours du chapitre 6. Vous pouvez aller retourner voir dans le chapitre 6 sur l'écriture conventionnelle. Alors pour rappel, l'écriture conventionnelle, ça s'écrit de la manière suivante. Vous avez le symbole de l'élément chimique, là par exemple je vais mettre X, mais bon si c'est un carbone on met C, un oxygène on met O. En bas ici vous allez avoir Z, le nombre de protons, et en haut vous allez avoir A, le nombre de nucléons, c'est-à-dire la somme des protons et des neutrons. Donc on vous demande de cette là d'écrire justement l'écriture conventionnelle des différents noyaux évoqués dans le document 2, donc sous cette forme. Au niveau de la question 3, on vous demande parmi ces noyaux, indiquer ceux qui sont les isotopes d'un même élément chimique. Donc, encore une fois, revoyez bien la définition d'un isotope, et entre les différents éléments dont vous avez écrit l'écriture conventionnelle du document 2 dans la question précédente, dites-moi ceux qui sont les isotopes d'un même élément chimique. Question 3, la transformation de l'azote 14 en carbone 14 qui se produit dans la haute atmosphère est-elle une transformation chimique? Pourquoi? À comparer avec la définition de la transformation chimique qui est présente dans votre cours du chapitre 10. Question 4. Expliquez pourquoi il est possible de dater la construction de l'épave découverte au large de la Bulgarie. Il faut se servir du principe de la datation au carbone 14 pour expliquer comment ils s'y sont pris pour dater le bateau et pourquoi ils ont pu réussir à utiliser cette méthode de datation sur le bateau. Et enfin, question finale. La question bilan, grâce à tout ce que vous avez compris via cette étude documentaire, définir le terme isotope. Je vous laisse donc faire une pause sur cette vidéo pour faire l'activité documentaire. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, cette activité documentaire ne sera pas corrigée directement là dans cette vidéo. Elle sera corrigée sous forme de vidéo également, mais la semaine prochaine, une fois la date limite pour rendre l'activité sera passée. En gros la vidéo sera postée aux alentours du 13 juin. Et pour ceux qui viennent directement en classe, cette activité documentaire n'est pas à faire à la maison, on la fera directement ensemble en classe. Donc on va revenir au cours une fois que ceux qui travaillent à distance ont pu finir de faire cette activité documentaire, donc passez-y comme d'habitude entre 20 et 30 minutes, pas plus. Vous pouvez reprendre le cours de la vidéo. Donc on revient justement à la partie cours pour faire le bilan justement de tout ce que vous aurez appris au cours de cette activité. Alors qu'est-ce qu'un isotope? Élément chimique, rappel. Un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique Z. Tous les représentants atomes ou ions d'un élément chimique donné ont donc des noyaux contenant le même nombre de protons et le même symbole chimique X. Donc c'est la caractéristique d'un élément chimique dans le tableau périodique des éléments, par exemple le carbone, c'est son nombre de protons Z. Donc ça c'est un rappel. Exemple par exemple, l'hydrogène, son numéro atomique c'est 1, le carbone c'est 6, l'azote 7, l'oxygène 8 et le chlore 17. Ce sont tous leurs nombres de protons qui caractérisent l'élément chimique. Si ça n'a plus le même nombre de protons, ce n'est plus le même élément chimique. Petit 2, isotope. Le noyau d'un atome ou d'un ion de symbole chimique X qui comporte Z protons et A nucléons est noté de cette manière-là. Donc c'est l'écriture conventionnelle. C'est ce qu'on a revu qui date du chapitre 8. Z le nombre de protons et A le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Et donc on appelle donc ça le nombre de nucléons. Des atomes ou des ions isotopes possèdent le même nombre de protons Z et un nombre de neutrons N différents. Ils ont donc le même numéro atomique Z, donc le même nombre de protons, mais un nombre de nucléons différent forcément vu que le nombre de nucléons est l'addition du nombre de protons et du nombre de neutrons. Si le nombre de protons reste identique mais que le nombre de neutrons diffère, forcément le nombre de nucléons A sera différent.
Exemple qu'on a vu dans l'activité documentaire, l'hydrogène 1 ici ne comporte qu'un proton et aucun neutron. Son isotope, l'hydrogène 2 ou appelé aussi deutérium, comporte un neutron et un proton. Et l'hydrogène 3 ou tritium comporte deux neutrons et un proton. Voici les différents isotopes de l'atome d'hydrogène. Exemple, les deux isotopes stables du cuivre se nomment cuivre 63 et cuivre 65. En général, quand on donne le nom avec un numéro derrière, c'est justement le nombre qui change, c'est-à-dire le nombre de nucléons. Donc cuivre 63, c'est-à-dire 63 nucléons, cuivre 65, 65 nucléons. De cette là, l'écriture conventionnelle de ces atomes vont être les suivantes. Cuivre 2963 ou cuivre 2965. Forcément, le 29 ne change pas, c'est le nombre atomique, le nombre de protons qui est caractéristique de l'élément cuivre. C'est le nombre de nucléons qui va changer, donc écrit ici en violet. Le cuivre possède donc 63 moins 29 égale 34 neutrons, vous vous souvenez du calcul qu'on faisait dans le chapitre 8, et le cuivre 65 possède 65 moins 29, c'est-à-dire 36 neutrons. Leur nombre de neutrons diffère. Petit 3, la réactivité chimique. On avait vu ensemble que les propriétés chimiques d'un atome sont déterminées par la structure de son cortège électronique, c'est-à-dire la quantité d'électrons qu'il possède au niveau de ses couches électroniques de valence. Étant donné que des atomes isotopes ont exactement le même nombre d'électrons, ils ont la même réactivité chimique. Leurs cortèges électroniques sont identiques. Et comme je vous l'ai dit, la réactivité chimique, c'est-à-dire la façon dont vont réagir des atomes, des molécules, des éléments chimiques les uns avec les autres, dépendent vraiment uniquement de leur cortège électronique de valence. Étant donné que leurs cortèges électroniques sont purement identiques, ils ont la même réactivité chimique. Je vous remets un petit schéma de l'atome. Donc vous voyez le noyau qui est ici, les électrons qui sont autour, et ça paraît logique justement que la réactivité chimique dépende des électrons. Imaginez que quand différents atomes viennent entrer en contact les uns avec les autres, ce qui se percute c'est l'extérieur, c'est la couche électronique, ça ne va pas toucher au noyau interne, et étant donné que les isotopes ne diffèrent que par leur nombre de neutrons, vous comprenez bien que ça n'influera pas sur la façon dont les atomes vont interagir les uns avec les autres au niveau de leur couche électronique. C'est pour ça que ça n'influe pas sur la réactivité chimique. On va s'arrêter là pour la partie cours pour cette fois-ci. On fera la deuxième partie la semaine prochaine. Pour compléter l'activité documentaire et la partie cours qu'on vient de faire, je vais vous donner, conjointement à l'activité documentaire à faire, un exercice. C'est l'exercice numéro 5, page 138. Donc je vais vous l'afficher pareil pour qu'on le voit un petit peu ensemble avant. L'exercice 5, page 138 est suivant, reconnaître des isotopes. Donc on vous donne la composition de différents atomes ou ions, qu'on a appelés A, B, C, D, parce que justement on ne vous donne pas l'élément chimique en particulier, ça sera à vous de le trouver, avec le nombre de protons, le nombre de neutrons et le nombre d'électrons. Dans la question 1, on vous demande de déterminer le nombre d'éléments chimiques différents. Donc je vous rappelle qu'un élément chimique, comme on vient de le voir dans le cours, est caractérisé par son nombre de protons Z. Ensuite, question 2, à l'aide du tableau périodique des éléments, identifier les éléments présents. D'ailleurs, vous pouvez toujours vous servir du tableau périodique des éléments, même pour répondre à l'activité documentaire, vous aviez le droit de l'utiliser. Donc à l'aide du tableau périodique, identifier les éléments présents. Donc vous vous servez des nombres de protons que vous avez trouvés pour identifier quels sont les éléments justement présents dans le tableau. Question numéro 3, identifier les isotopes. Donc encore une fois, allez voir dans le cours ce qu'on vient de voir juste avant sur la définition d'un isotope et qu'est-ce qui change d'un isotope à l'autre pour un même élément chimique. Et enfin, question 4, une fois que vous les avez identifiés, il faut que vous m'écriviez ces différents isotopes grâce à leur écriture conventionnelle. Donc l'écriture dont on a parlé tout à l'heure, avec Z le nombre de protons et A le nombre de nucléons et X, c'est-à-dire que vous remplacez par le symbole de l'élément chimique correspondant. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la correction et la suite du cours. Et on se retrouve également en classe pour ceux que je verrai la semaine prochaine. Je vous rappelle que cet exercice, pour ceux qui viennent en classe la semaine prochaine, n'est pas à faire. On le fera directement en classe. C'est uniquement pour ceux qui ne viennent pas en cours et qui font le travail à distance. Voilà, bonne journée à tous et bon courage.